Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous, les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On casse, on roule dans merde. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission d'On se lève et on se casse. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne le temps de réfléchir à une question qu'on se pose toutes, même si on n'a pas toujours les mots. Comment on fait pour vivre avec les hommes ? Avec ceux qu'on aime, avec ceux avec qui on travaille, avec ceux qu'on croise tous les jours, et surtout comment on fait, après tout ce qu'on sait, nous les féministes, et les autres d'ailleurs, tout ce qu'on a vu, lu, entendu sur les violences sexuelles, sur le sexisme ordinaire, sur la domination, et en particulier tout ce qu'on a pu lire et entendre du procès Pellico. C'est une question qui demande de la nuance, de la réflexion. Et ça tombe bien parce qu'on en parle ce soir avec la philosophe Manon Garcia, qui vient de publier Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico, aux éditions Flammarion, collection Climat. Dans ce livre, elle revient sur un procès pour viol et agression sexuelle, le procès de Dominique Pellico, un procès comme beaucoup d'autres, mais qui, pour elle, cristallise énormément de choses, la place des femmes dans la justice, la manière dont on raconte les violences, ce qu'on accepte, ce que nous, en tant que société, on ne peut plus taire. Ce n'est pas un livre qui donne des réponses toutes faites, mais c'est un texte qui questionne, qui secoue et qui aide à penser plus clair, sans détourner les yeux. Alors ce soir, on va parler de ce livre, du procès Pellico, de la justice, de la honte, de cette cohabitation permanente avec des hommes qui peuvent être amis, frères, collègues et agresseurs. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Et pour en parler avec nous, je suis ravie d'accueillir l'autrice de l'ouvrage Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico, Manon Garcia. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Université libre de Berlin, vous avez déjà publié plusieurs livres qui interrogent les rapports de pouvoir entre les genres, notamment On ne n'est pas soumise, on le devient, publié en octobre 2018, et La conversation des sexes, publié en octobre 2023 aux éditions Flammarion. Ce nouveau texte, c'est une réflexion qui est forte, lucide, qui parle d'un procès pour parler de nous toutes et de nous tous. La première question pour moi, c'est pourquoi avoir choisi d'écrire Vivre avec les hommes à partir du procès Pellico ? Qu'est-ce qui vous a poussé à assister à ces audiences ? Une bonne question. En fait, j'avais pas tellement prévu d'y aller. J'avais trouvé que, enfin, les premières, j'avais suivi l'histoire, disons, avant que le procès s'ouvre, en amont du procès, puis le début du procès. Et puis, évidemment, comme moi, j'ai travaillé, vous venez de le dire, sur la soumission des femmes aux hommes, donc sur le concept de soumission qu'on voit vraiment ressurgir dans ce procès sous l'angle de la soumission chimique, et sur la question du consentement sexuel et des violences sexuelles, ça entrait vraiment en résonance avec mon travail. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'au bout de 2 ou 3 semaines du procès, j'ai trouvé qu'on n'entendait pas d'analyse qui allait suffisamment en profondeur ou qui était au-delà d'une récupération politique dans un sens ou dans un autre. Par exemple, je comprends très bien que beaucoup d'activistes qui étaient pour le changement de la définition pénale du viol aient utilisé ce procès, mais en fait, c'était une drôle d'idée, puisqu'au fond, il n'y a pas de problème de consentement dans l'histoire de Gisèle Pellico. Donc, en fait, progressivement, je me suis dit, bon, il faut peut-être essayer d'étudier ce qui se passe dans ce procès dans toute sa complexité. Et puis, bon, voilà, c'est mon travail. Et je suis allée aux audiences comme ça. Au début, je pensais y aller quelques jours. Et puis, j'ai été happée parce que c'était... Voilà, parce que malgré tout, c'était beaucoup plus fort que ce que je lisais dans la presse. Et c'est pas parce que les journalistes n'ont pas bien fait leur travail. Au contraire, j'ai trouvé que le procès avait été extrêmement bien couvert.
mais plutôt parce que ce qui m'intéressait moi, depuis ma position de philosophe, et de penseuse de certaines questions féministes, c'était pas la même chose que ce qui intéressait les journalistes. Donc on n'entendait pas la même chose, on ne voyait pas la même chose Ouais. et donc c'est pour ça que j'y suis allée. Et Et puis je trouvais que c'était très intéressant, pardon, je vous ai coupé, Non, mais non, j'ai vous allez. trouvé que c'était très intéressant votre lapsus, quand vous avez dit: «Vous êtes allée au procès de Gisèle Pélicot» J'allais le parce que, couper. mais non, mais ne le coupez pas, c'est super parce que justement, c'est ça la force de ce procès. Ouais, oui, La oui. force de ce procès, c'est que c'est devenu le procès de Gisèle Pélicot, Ouais. au sens de c'est devenu un procès, heu, en faveur d'une victime, Mmh. au lieu d'un procès dont les accusés sont les stars. Parce Ouais, que c'est toujours les accusés qui sont les stars d'un procès. complètement. Et ça, c'est peut-être la vraie originalité, au fond, Mmh. du procès des viols de Mazan, c'est que c'est le procès de ce qui est arrivé à une victime. Et ça, c'est vraiment nouveau, Ouais. intéressant et c'est ça la puissance peut-être, Mmh. c'est que les 51, hommes qui sont mis en cause dans ce procès, au fond, à part Dominique Pellicot, on les mélange, on sait même plus très bien qui c'est. Même quand, comme moi, on est allé aux audiences et tout, il y en a tellement qu'ils disparaissent dans leur spécificité, mais elle reste. Mmh. Et justement, vous écrivez très vite, ça arrive très vite dans votre ouvrage que ce procès, il marque la fin de l'espoir exclusif placé dans le judiciaire. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que, au fond, le procès des viols de Mazan est un procès qui s'est bien passé. Mmh. C'est un procès, où tous les acteurs du processus judiciaire ont vraiment assuré, les policiers, la juge d'instruction, les juges, tout le monde a fait très bien son travail et au fond, voilà, les peines sont un peu en dessous, dans certains cas de ce qu'on pouvait, imaginer, mais ça s'est bien passé, mais premièrement, Mmh. ça n'arrive jamais, un procès où il y a autant de preuves, à part le Squarneck en gros, mais je veux dire, c'est un procès hors du commun, Ouais. puisqu'il n'y a pas de question sur est-ce qu'ils l'ont fait, on a tout en vidéo. Mais en dehors de ça, ce qu'on comprend, c'est que s'il y a 70 hommes qui sont prêts à venir violer Gisèle Pélicot dans son sommeil et qui habitent à moins de 20 kilomètres de chez elle, heu, il y a combien d'hommes qui violent des Gisèle Pélicot? Il Mmh. y a combien de viols? Combien de procès il faudrait faire, en fait? Et on évalue à peu près qu'il y aurait 50 000 viols par an en France. Est-ce qu'on va faire 50 000 procès pour viol? Mmh. Je veux dire, et c'est d'ailleurs ce face à quoi, on est confronté aujourd'hui. La création de ces cours, criminelles départementales dont je parle dans le livre, dont ce procès était un exemple, donc de procès d'assises sans jury, en fait. Ça vient du fait qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État pour faire un procès à tous les violeurs. Mmh. Il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État pour mettre tous les violeurs en prison. Donc c'est ça qu'on comprend en fait de manière un peu paradoxale. Enfin, on le savait déjà, mais c'est ça qui saute au visage dans ce procès, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de solution judiciaire. On ne va pas pouvoir mettre tous ces hommes-là en prison. Mmh. Et justement, vous écrivez dans votre ouvrage aussi que l'hétérosexualité en tant que système politique est au cœur de ce qui s'est passé à Mazan. Donc, c'est notamment ce dont vous parlez dans votre ouvrage quand vous dites, bah voilà, dans un rayon de 20 kilomètres, il y a quand même 80 hommes qui se sont déplacés pour violer Gisèle Pélicot sous soumission chimique. Qu'est-ce que le procès révèle, selon vous, de la manière dont l'hétérosexualité organise la disponibilité du corps des femmes, même dans ces cadres-là, en fait? En fait, moi, un des aspects, enfin, ça révèle beaucoup de choses, hein, on pourrait en Oui, parler ça en pendant révèle 5 heures de énormément. ce que ça Oui, révèle, bien mais sûr. un des trucs, par exemple, que je trouve très frappant, c'est que une des défenses, bon, c'est déjà que les accusés, dans leur immense majorité, voient pas trop le problème. Oui, Donc ça, c'est fou. ouais. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'ils sont tous allés au moins en prison 1 an et demi. Mmh. Donc même en étant allés en prison 1 an et demi, en ayant eu le temps, a priori, de réfléchir à ce qu'ils ont fait, même dans un contexte judiciaire dont il faut quand même savoir que si on plaide coupable, à un procès comme celui-ci, on va moins longtemps en prison. Mmh. Que si on plaide coupable dans ce procès,
les vidéos des viols ne sont pas montrées. Donc ils ont tous les intérêts du monde à voir le problème, à le reconnaître et à espérer que ça leur permette de passer plus vite à autre chose. Et quand même, ils n'y arrivent pas. Et une des défenses qui ne cesse de revenir, c'est de dire en gros, oui, ma petite amie pouvait pas coucher avec moi à ce moment-là, ou voulait pas coucher avec moi, ou j'étais seule. Donc cette espèce d'idée d'un besoin impérieux de sexe des hommes. Mais en fait, il faut se demander, moi c'est ça qui me hante en fait dans ce procès, c'est comment c'est possible que ce soit comparable pour eux, au point que l'un puisse tenir lieu de l'autre, de faire l'amour avec leur femme, ou de coucher avec leur femme, disons, et de violer Gisèle Pellicot sédatée. Je veux dire, il y a ce jeune homme, enfin plus si jeune, mais qui a mon âge, qui va donc au moment de la naissance de son premier enfant, donc son premier enfant a 3 mois, lui il a donc je sais pas 34 ou 35 ans, et il va violer Gisèle Pellicot endormie. Qu'est-ce qui fait qu'un homme de 34 ou 35 ans va violer une femme de 65 ans sédatée et pense que c'est un bon substitut de ce qu'il fait normalement avec sa femme? Ça, c'est vraiment un truc de l'hétérosexualité, puisque aucune femme ne pense qu'un viol et du sexe, c'est la même chose. Non, vraiment pas. Mais d'ailleurs, vous l'expliquez très bien que ils ont parfois plaidé le droit à l'erreur, c'est-à-dire donc l'idée que, n'ayant pas su explicitement qu'il y avait l'absence de consentement, du coup, ils sont pas responsables. Et d'ailleurs, enfin, vous écrivez aussi que, alors déjà, il y a une méconnaissance du concept de consentement qui est très clair parmi les témoignages de toutes ces personnes accusées et maintenant coupables. Condamnées. Mais vous expliquez aussi qu'il y a quelque chose de glaçant dans chez toutes ces personnes, qu'elles ont quand même quelque chose en commun, c'est que elles ne réfléchissent pas. Enfin, vous l'expliquez, c'est pas une question d'intelligence académique ou quoi, c'est juste, elles ne pensent pas que en face, un viol, c'est pas du sexe en fait, et que le consentement, c'est quelque chose de très concret. Est-ce que vous pouvez expliciter ouais, ça? alors, bon, vous me posez 72 questions en même temps. Ouais, oui, c'est Mais vrai. vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Je sais pas du tout. En fait, bon, je voudrais juste expliciter très brièvement cette idée de droit à l'erreur. C'est que je trouve que c'est intéressant en termes de conception sociale de la masculinité de voir dans ce procès que d'un côté, les hommes se sentent tous tout permis et que on se dit bon bah c'est bien normal. Enfin, on se dit pas que c'est bien normal, mais on sent que eux pensent que évidemment qu'ils ont accès au corps des femmes, etc. Et qu'en même temps, ils pensent que toutes leurs erreurs vont leur être pardonnées. Et que je trouvais que c'était un bon exemple de ce paradoxe des masculinités dans la société, où d'un côté on nous dit c'est parce que les hommes sont plus forts et plus intelligents qu'ils dirigent le monde, et d'un autre côté on nous dit faut bien comprendre qu'ils peuvent pas trouver une tasse dans un placard, ils sont pas très malins. Donc vous voyez, enfin c'est quand on commence à y faire attention, c'est vraiment très frappant cette dualité entre d'un côté la supposée superpuissance des hommes et d'un autre côté cette espèce de condescendance qu'on a devant leurs faiblesses et le fait qu'il faudrait les excuser. Donc je sais pas, vous pouvez penser le nombre de grands-mères que vous pouvez entendre expliquer que bah oui, le grand-père évidemment il peut pas se faire à manger, il est un peu débile, enfin voilà, les hommes peuvent pas se faire à manger, il peut pas évidemment faire tourner une lessive, et puis il pouvait pas évidemment donner des biberons aux enfants, et puis il pouvait pas évidemment s'en occuper. Donc toute une espèce d'incapacité des hommes qui est incompréhensible au regard de leur supposée supériorité. Et ça, on le sent très fort, je trouve, dans le procès, dans le fait que ils considèrent, les accusés, que c'est tout à fait normal qu'on les excuse, que bon, bah ouais, ça se faisait pas, mais bon, ils avaient pas trop réfléchi et tout ça. Et ça m'amène au deuxième point que vous soulignez, qui est cette question de la pensée.
Effectivement, je la mobilise en réfléchissant aux points communs qu'il peut y avoir avec les analyses d'Hannah Arendt, à propos du procès d'Eichmann à Jérusalem, donc le procès d'Eichmann qui était un dignitaire nazi, et Hannah Arendt qui est cette philosophe germano-américaine qui a suivi ce procès en Israël et qui l'a chroniqué, qui a écrit un livre très important dessus. Et qui a utilisé cette expression qui est souvent mal comprise de banalité du mal. Et quand elle dit que Eichmann, c'est la banalité du mal, elle ne veut pas dire simplement ah oui, en gros, les fonctionnaires nazis, ils ont suivi les ordres et ça les a conduits à rendre possible le meurtre de 5 millions de juifs, mais elle dit Eichmann, d'un côté, c'est vraiment l'Allemand moyen avec un sens moral hyper fort, qui est sûr d'être du bon côté de la morale. Et d'un autre côté, il a organisé la solution finale. Et elle dit qu'au procès, il n'a aucune capacité à expliquer ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, et que à aucun moment, cette question ne semble même l'effleurer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit au procès des viols de Mazan, c'est que, à l'exception d'un ou deux accusés, on a l'impression qu'aucun d'entre eux ne s'est vraiment demandé ce qui avait fait qu'ils avaient pu faire un truc pareil, et que la pensée n'était à aucun moment mobilisée. Alors que c'est des gens qui sont tout à fait capables de penser. Il y a même un journaliste, etc. Enfin, quelqu'un qui a vraiment fait des études longues. C'est pas la majorité, mais c'est des gens qui sont capables de penser sur d'autres choses. Mais là-dessus, il n'y a pas de pensée. Ils disent qu'ils n'ont rien à dire, en fait, de ce qu'ils ont fait. On va faire une courte pause dans cette interview pour accueillir notre première chroniqueuse. Vous la connaissez, c'est Alice, et elle nous parle des femmes qui ont remporté le prix Nobel de littérature. Salut Alice, ce soir tu nous parles à nouveau d'une poétesse, c'est bien ça? Oui, on va parler cette fois encore de poésie, parce que la 6e femme à obtenir le Nobel, c'est Nelly Sachs. C'est une poétesse qui est née à Berlin en 1891, et elle est naturalisée suédoise après avoir fui les persécutions nazies. Avec cette présentation, on sent que Nelly Sachs a eu une vie marquée par l'histoire. Effectivement. Alors, elle est née à la fin du 19e siècle, dans l'Empire allemand. Elle est fille unique et son père, il est ingénieur et elle grandit dans le milieu de la grande bourgeoisie. À 17 ans, elle commence à écrire. 2 ans plus tard, à 19 ans, elle publie son premier recueil de poèmes avec l'écrivain Stefan Zweig. Rien que ça. Et il paraît sous le titre Légendes et contes. Fun fact, il s'agit en fait du même titre que celui d'une œuvre de Selma Lagerlöf, l'écrivaine, souvenez-vous, suédoise qui a été la première femme à obtenir le Nobel de littérature. C'est marrant cette coïncidence, Nelly Sachs était une fan en fait. Exactement, elle l'admirait et elle avait même une correspondance épistolaire avec elle. C'est justement Selma Lagerlöf qui l'a sauvée du régime nazi en la faisant venir en Suède en 1940. Nelly Sachs, elle était juive et heureusement, elle a pu fuir le pays avec sa mère pour s'installer à Stockholm où en fait elle vivra jusqu'à sa mort. Elle a obtenu le prix Nobel en quelle année ? Elle l'a eu à plus de 70 ans en 1966 en tant que poétesse et, je cite, pour ses remarquables écrits lyriques et dramatiques qui interprètent le destin d'Israël avec une force touchante. Son style poétique, il a vraiment évolué après son exil en Suède pour atteindre ce qui est considéré comme le sommet de son talent. Sa poésie, elle est en vers libre, ses poèmes ils sont courts, il y a une économie de mots pour faire ressentir des émotions très fortes. Ses poèmes sont vraiment traversés aussi par le thème de la mort, de la perte des êtres chers. Nelly Sachs, elle est marquée à vie par la Shoah, elle a perdu des membres de sa famille dans les camps. Et pour la chronique, t'as lu lequel de ces recueils ? J'ai lu Partage-toi à nuit des éditions Verdier. Il s'agit en fait d'un recueil de poèmes écrits pendant les 10 dernières années de sa vie. Et ces dernières années, ce sont celles de sa consécration avec le Nobel. Mais en fait, elles sont vraiment très douloureuses pour Nelly Sachs parce qu'elle effectue plusieurs séjours en hôpital psychiatrique pour dépression. Et ce recueil, il m'a fait une très forte impression. Il reflète en fait les douleurs de la poétesse, sa recherche des disparus après la mort.
Il transcende la perte et il est rempli vraiment de spiritualité. D'une expérience personnelle, les vers des poèmes deviennent universels et disent le travail de mémoire de la Shoah. Avec ce recueil, j'ai compris pourquoi Nelly Sachs est considérée comme l'une des grandes poétesses de langue allemande de l'après-guerre. Et bien sûr, je vous invite à la découvrir. Et ben voilà, encore une autrice dans ma pile à lire. Merci Alice. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écrivez aussi que qualifier ce procès du patriarcat ou procès de la culture des viols, c'est tentant mais insuffisant. Pourquoi ces formules-là qu'on retrouve souvent dans les discours militants, médiatiques, ça risque d'appauvrir la lecture de ce procès? Pourquoi c'est important de préserver une complexité du réel? Alors, je suis pas contre le fait de dire que ce serait le procès du patriarcat. Oui, vous Je pense l'expliquez juste très que bien. enfin, moi, je suis en faveur de l'utilisation du concept de patriarcat plutôt, notamment que celui de culture du viol que je trouve un peu réducteur. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que je pense qu'on peut analyser ce procès de plein de façons différentes et sous plein d'angles différents. C'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, mais au fond, on peut regarder ce procès sous l'angle de ce que ça nous dit de la soumission. On peut regarder ce procès sous l'angle de comment ça nous aide à penser le consentement. On peut le regarder sous l'angle de ce que ça nous dit sur les masculinités contemporaines. On peut le regarder sous l'angle de comment on utilise la psychiatrie et la psychanalyse dans nos sociétés. En fait, moi, j'ai écrit ce livre comme une sorte de série d'invitations à penser plusieurs choses à travers ce procès. Et justement, vous insistez aussi sur la présentation des accusés comme des hommes ordinaires. Vous en avez déjà parlé un peu avec cette étude analogique peut-être du procès de Eichmann à Jérusalem. Pourquoi c'est important de ne pas les penser comme des monstres? Qu'est-ce que ça change dans notre façon de penser le viol? En fait, c'est toujours tentant de penser les criminels comme des monstres parce que ça nous permet de les penser comme des exceptions. Et c'est ça, philosophiquement, chez Aristote, par exemple, le monstre, c'est celui qui est une exception à l'ordre de la nature. Et donc, quand on pense les criminels comme des monstres, on se dit, on peut rentrer chez soi tranquille, c'était juste celui-là, il a été arrêté, tout va bien. Et en fait, le nombre d'accusés dans le procès Pellico empêche de se dire ça, parce qu'on se dit, déjà, on sait qu'ils sont 51 accusés, dont un en fuite, et qu'il y en a 20 qu'ils n'ont pas réussi sur les vidéos à identifier. Mais c'est tout à fait possible qu'en fait, en plus de ces 70-là, Dominique Pellico en ait fait venir 70 de plus ou 100 de plus qu'il n'aurait pas filmé. Là, c'est juste que ces 70-là, c'est ceux qu'on voit apparaître sur des vidéos. Donc, il y a un truc où l'identité de chacun, comme je le disais, se dissout dans la masse. On se dit, au fond, c'est pas la question de savoir qui est plombier, qui est commercial, qui est journaliste, c'est la question de dire, ils n'ont rien d'autre en commun, ces hommes-là, que d'être des hommes et d'avoir violé Gisèle Pellico. Mais je veux dire, ils ont pas d'autres points communs. Ils ont entre, je crois, 18 et 75 ans au moment des faits. Ils viennent de plein de milieux différents. Il y a des blancs et des racisés, il y a des riches et il y a des pauvres, il y a des gens du Midi et il y a des gens du Nord. Il n'y a pas de point commun à part le fait que ce sont des hommes. Et du coup, on ne peut pas se dire, on les met vite en prison et après on est débarrassé. Peut-être que Dominique Pellico, il est de l'ordre de l'exception, comme les serial killers. D'ailleurs, on pense qu'il est possiblement un serial killer. Mais précisément, ce qu'il faut interroger et ce qui peut faire de ce procès un procès intéressant pour la réflexion sur les violences sexuelles, etc., c'est de comprendre ce que ces hommes-là ont en commun avec tous les autres hommes. C'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui fait que dans ce que c'est que d'être un homme dans la société dans laquelle on vit, qu'on peut se retrouver chez Dominique Pellico. Et je sais que c'est tentant pour beaucoup d'hommes de se dire
bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que je suis pas allée violer Gisèle Pelicot? Mais OK, d'accord et je comprends, c'est plus facile de pas se voir comme un bourreau et de fait, il y a plein d'hommes qui ne seraient pas allés chez Dominique Pelicot. Mais se demander quel est le continuum d'expérience entre, je sais pas, choper une meuf bourrée en soirée et aller chez Dominique Pélicaud. Quel est le continuum entre, regarder du porno violent et aller chez Gisèle Pelicot? Quel est et je veux dire, le nombre, on sait qu'il y a beaucoup de mecs qui chopent des meufs bourrées en soirée ou qui regardent du porno violent et pour autant, ils ont eu du mal à se sentir concernés par ce qui se passait dans ce procès. Donc c'est la question du continuum et comment des hommes normaux, décrits comme des chic types, peuvent violer. Oui, parce qu'effectivement, ça, vous avez raison de dire décrit comme des chic types, parce que ça, c'était un des aspects hyper intéressants du procès aussi, que pour beaucoup d'entre eux, leurs avocats ou leurs témoins, etc., viennent dire ah, mais regardez, il fait du bénévolat au Resto du au Resto du Cœur, c'est vraiment un mec sympa. Regardez, il fait ça et ça comme bénévole, et lui, il était pompier, c'est des mecs sympas. Comme si on pouvait pas être un mec sympa et violer une femme. Mais en fait, c'est bien le problème, c'est qu'on peut exactement être un mec très sympa et violer des femmes ou des enfants ou avoir des vidéos pédopornographiques sur son téléphone. Et c'est pour ça que l'expression de monstre, vous citez notamment Neige Chino, donc, qui a écrit Triste Tigre sur l'inceste qu'elle a subi notamment, crée l'expression de monstre crée de l'exception. Et là où il y a continuité, et donc justement empêche de penser que ce continuum, que des chic types dans la société, dans notre quotidien, peuvent tout à fait violer des femmes, ou même faire pire encore, contacter des gens pour violer leurs filles, enfin des choses comme ça, des choses que vous évoquez dans votre ouvrage qui existent. Et vous exprimez assez bien ce continuum et cette question de continuum et comment le penser. Dans votre ouvrage, ensuite, un peu plus tard, vous distinguez aussi clairement la virilité de la masculinité. Pourquoi c'est important de ne pas les confondre? Parce que il y a plein. En fait, virilité, ça renvoie à une certaine forme de masculinité. Et donc, il y a plein d'hommes qui disent non, mais moi, la virilité, ça m'intéresse pas, etc. Comme si ça leur permettait de ne pas faire partie du groupe des hommes. Mais au contraire, il y a plusieurs formes de masculinité qui sont en conflit les unes avec les autres, dont certaines bénéficient. Donc c'est ce que j'explique. Il y a cette idée de masculinité hégémonique. Mais qu'il y a des masculinités complices de cette masculinité hégémonique, qu'il y a être des hommes des vrais, être voilà, des alliés, mais quand même que ça intéresse de faire des soirées foot avec les copains et d'être un bon bonhomme, etc. Enfin, que en gros, le terme de virilité, il cherche à décrire une certaine conception de la masculinité, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il ne faut pas croire que ne pas être intéressé par la virilité au sens traditionnel du terme nous exonère de la masculinité, en fait. Oui, que c'est pas parce qu'on cherche à ne pas être viril selon cette définition-là qu'on est forcément, pour dire les choses de façon vraiment très bête et caricatural, forcément un gentil garçon qui n'a rien fait, quoi. Oui, voilà. Un bonhomme. Ok. Oui, justement, vous expliquez, j'allais creuser là-dessus, qu'il y a une hiérarchie entre différentes formes de masculinité. Et comment ça aide à comprendre les rapports de pouvoir à l'œuvre dans le procès Pelicot? Parce que en fait, on peut aussi voir, enfin, ça aide notamment à réfléchir au rapport entre Dominique Pélicaud et les autres hommes qui viennent.
parce que ça a pu être choquant, même pour moi, ça a été choquant par moments, qu'on ait l'air d'exonérer les hommes qui étaient venus, du fait qu'ils étaient impressionnés par Dominique Pellicot, pour des raisons d'âge, de statut social. C'est même dans la décision, la décision finale de la Cour. Ils disent que le statut social de Dominique Pellicot, et notamment le fait qu'il avait une villa avec piscine, a pu contribuer à ce que certains n'imaginent pas être en train de commettre un crime. Ce qui est dingue, hein, mais c'est aussi vrai. C'est-à-dire qu'on a entendu dans le procès un homme, je me souviens, de dire j'y suis allée parce que ça m'intéressait, parce que c'était des Parisiens. Qui avait tout un truc comme ça de classe, au fond, qu'on voyait apparaître au loin, qu'il y a aussi cet autre accusé qui a été victime de violences sexuelles très choquantes à l'adolescence, et par un homme qui est depuis en prison et qui ressemblait beaucoup à Dominique Pellicot dans cette espèce de masculinité d'homme très grand, très fort, très sportif, très autoritaire. Donc ça permet de comprendre ça aussi, mais de comprendre aussi cette espèce de boys club, de ces sites de rencontres, des mecs qui ricanent entre eux, des viols qu'ils font subir à leur épouse, voilà. On fait une petite pause musicale avec un titre qui résonne fort avec ce qu'on vient de dire et ces sensations que pour aimer les hommes, par moments, ça peut être compliqué. Ça s'appelle Les filles, les meufs, c'est signé Marguerite, c'est sorti en avril dernier. J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées assez. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolée les gars, et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
c'était Les filles, les meufs de Marguerite. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Nous sommes avec Manon Garcia ce soir, autrice de l'ouvrage Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico, aux éditions Flammarion, collection Climat. Manon Garcia, vous écrivez que le mot patriarcat, il gêne souvent parce qu'il semble désigner un complot entre hommes. Comment on peut aujourd'hui redonner à ce concept sa force explicative sans tomber dans la caricature ? En fait, c'est intéressant parce que quelqu'un me faisait remarquer pendant que j'écrivais le livre que voilà, on a des réserves à cette idée qu'il y a un complot entre les hommes, mais enfin, ce qui est arrivé à Gisèle Pellico, c'est un complot entre les hommes, pour le coup. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses dans notre société qui fonctionnent sans que les hommes s'asseyent tous autour d'une table en disant comment on va faire pour s'assurer que les femmes restent à leur place, quoi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la dimension systématique et structurelle de la domination des femmes par les hommes. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai un problème avec l'idée de culture du viol, c'est que on ne peut pas isoler ce qu'on appelle la culture du viol de la culture de l'inceste, de la culture de la violence, de la répartition genrée du travail, notamment du travail dans la famille. Tout ça, ça marche ensemble pour organiser un monde où d'un côté, les femmes sont pénalisées dans les héritages, d'un autre côté, les femmes perdent de l'argent et du niveau de vie si elles se séparent de leur compagnon. D'un autre côté, les femmes sont victimes de violences domestiques. D'un autre côté, les femmes sont victimes de violences sexuelles. Tout ça marche ensemble. On ne peut pas séparer les choses les unes des autres. Le rôle de l'inceste dans la structuration du genre et du pouvoir des hommes, c'est aussi très important. Même si, parce que je sais que c'est quand même important de le reconnaître, même si parfois il y a de l'inceste maternel, mais dans l'immense majorité des cas, et c'est pas pour dire que l'inceste maternel n'existe pas, mais statistiquement, dans l'immense majorité des cas, l'inceste est le fait d'hommes, et ça inscrit dans le corps des enfants la domination masculine, ça prépare, c'est pour ça que Dorothée Ducy dit que c'est le berceau des dominations, c'est que ça prépare la violence à venir. Justement, vous analysez aussi la passivité comme norme féminine profondément ancrée dans la culture hétérosexuelle. Comment cette norme qui est ancrée dans notre pensée, dans notre manière de penser les femmes et leur comportement, ça contribue à invisibiliser la violence sexuelle, notamment dans ce procès? Disons que donc ça, c'est vraiment le sujet de mon premier livre sur la soumission féminine. Ce que j'essaye de montrer dans mon premier livre, c'est que en fait, l'idée généralement admise de ce que c'est que la féminité est la soumission. Et la soumission comprise comme passivité, donc comme soumission sexuelle, mais aussi soumission consistant à accepter de s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, s'occuper de la nourriture, occuper des places subordonnées dans la société, etc. Et que ça repose notamment sur une idée fausse que cette soumission est une passivité. Donc c'est l'idée de la belle au bois dormant, l'idée de la princesse dans une tour qui a besoin qu'on vienne la chercher, etc. Ce sont des représentations classiques de la féminité comme incapacité et passivité et proie qui a besoin d'être saisie. Et en fait, une partie de ce que j'essayais de faire dans mon livre sur la soumission, c'était de montrer que, certes, les femmes se soumettent aux hommes, mais que ça ne veut pas du tout dire qu'elles font rien. Non. Ça veut dire au contraire qu'elles font plein de choses pour avoir l'air passives. Je peux vous donner un exemple que je trouve super utile, c'est cette idée du date à l'américaine. Je me souviens quand j'ai vécu aux États-Unis, quand j'avais 23 ans, j'enseignais le français à Los Angeles et mes étudiantes et mes étudiants, pour les faire parler, j'avais trouvé le système de leur faire parler de comment ça marchait le date à l'américaine. Comme ça, voilà, c'était une bonne occasion de les faire parler de trucs en français. Et ils m'expliquaient que voilà, donc l'homme doit tout payer, doit venir chercher la fille, etc. Et puis,
moi, plus tard, j'ai commencé moi-même à avoir des dates et je me suis rendu compte que toutes mes copines, pour chaque date qu'elles avaient, elles allaient chez l'esthéticienne, elles allaient se faire une manucure, elles s'achetaient une nouvelle tenue, etc. Tant et si bien qu'elles dépensaient exactement autant d'argent que l'homme qui pensait être le seul à dépenser de l'argent et du coup avoir droit éventuellement à des services sexuels en retour, parce qu'il fallait qu'elles aient l'air d'être comme ça naturellement et cacher tout le travail qu'il y avait eu derrière pour juste avoir l'air d'avoir été cueillies par l'homme qui était venu les chercher, alors qu'en fait, ça faisait 8 heures qu'elles se préparaient. Et je trouve que c'est intéressant parce que, au fond, la femme endormie, c'est le summum de ça. On retrouve, on sait qu'en fait, Dominique Pellicot, il passait des heures à préparer le fait qu'il allait la droguer, qu'il allait l'habiller, etc., pour au final l'offrir comme victime endormie, passive, et ouverte à toutes les pratiques sexuelles les plus scandaleuses. Donc ça ne fait que répéter des espèces de clichés sociaux. On va parler un peu plus du procès, de son déroulé maintenant, la manière dont il s'est déroulé. Il y a beaucoup de choses que vous avez écrites dans votre ouvrage qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, vous décrivez à quel point les vidéos sont omniprésentes dans le procès. Qu'est-ce que leur projection, leur réception par les personnes qui étaient présentes, selon vous, dit de notre rapport collectif à la preuve, à la violence, mais aussi au voyeurisme? C'est intéressant parce qu'il y avait effectivement en permanence un soupçon de voyeurisme. Est-ce que les gens étaient là pour voir les vidéos? Est-ce que les avocats voulaient voir les vidéos? Est-ce que, au fond, des gens prenaient du plaisir? Alors, est-ce que les accusés prenaient du plaisir à voir les vidéos? Est-ce que les journalistes aimaient les vidéos? Donc, c'était une espèce de question en permanence, ce qui avait été aussi utilisé par les avocats de la défense dans l'espoir d'empêcher le visionnage de ces vidéos. Et en fait, je crois pas qu'il y avait tellement de voyeurisme. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peut-être eu chez certains, et peut-être même chez moi d'ailleurs, une forme de voyeurisme jusqu'à être exposé à la première vidéo. En fait, une fois qu'on est exposé à la première vidéo, on se dit que vraiment, on aurait préféré n'en voir aucune, que c'est atroce. Il y a un des avocats de Gisèle Pénicaud qui disait à propos de ce procès, c'est notre Vietnam, parce que eux, ils ont dû voir l'intégralité des vidéos et que ça a été un cauchemar. Enfin, c'est vraiment un trauma, au fond. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous expliquez que vous écrivez « Le premier jour dans la file d'attente, on m'a prévenu, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, mais c'est parce qu'il n'y aura pas de vidéo. » Mais en fait, ça, c'était que le premier jour, quoi. Après, les gens se sont dit, non, c'est tellement horrible de visionner ça. Non, mais après, c'est aussi ce que je raconte dans le procès, c'est qu'il y a aussi cette petite clique de femmes qui viennent tous les jours et qui ont des théories. Et en fait, quand on arrive et qu'on n'est pas encore un ou une habituée du procès, on est saisi par leur théorie. Et que leur théorie, c'est aussi, pour certaines en tout cas, une espèce d'idée qu'elles, parce qu'elles sont venues tous les jours, etc., c'est qu'elles sont mues par des objectifs nobles, tandis que d'autres sont des voyeurs. Donc tout ça, c'est aussi ça qui est passionnant en y allant, c'est de découvrir le procès comme société aussi, comme société miniature. Il y a un côté village dans le procès. C'est le moment de faire une courte pause pour accueillir notre dernière chronique de l'émission, c'est Chloé et les relectures féministes des mythes antiques. Cette fois-ci, elle s'attaque au mythe de l'Iliade, plus particulièrement au personnage de Briséis. Salut Chloé. Au fond, pour beaucoup de ces accusés, les femmes étaient un peu comme des meubles, des objets dont on peut tirer une satisfaction sexuelle ou des services, mais qui n'existent pas comme des êtres de chair. Ces mots de Manon Garcia sur le procès Pellicot m'ont mis immédiatement ramené à l'Iliade et plus précisément à Briséis. L'Iliade, vous vous en souvenez peut-être, s'ouvre sur la colère d'Achille. Chante déesse la colère d'Achille, fils de Pélée. C'est une colère si mémorable qu'elle mérite qu'on s'en rappelle plusieurs millénaires plus tard. Mais en fait, pourquoi le héros est-il aussi fâché ?
Revenons un peu en arrière. Lors du sac d'une ville alliée de Troie, les chefs grecs distribuent des captifs gagnés au combat. Agamemnon prend Chryséis, Achille reçoit Briséis. Mais Chryséis se révèle être la fille d'un prêtre d'Apollon et Agamemnon est contraint de la rendre à son père pour apaiser le dieu. Il exige alors, comme il est chef, qu'Achille lui donne Briséis. Comment Achille réagit-il ? Alors là, le texte explique que le héros se retire du combat, il se met à pleurer, puis il va se plaindre à sa mère et il lui dit « Agamemnon vient de me faire un affront, il m'a pris, il me retient ma part d'honneur ». Et donc ce qui frappe, c'est que Briséis est à la fois au cœur du texte, puisque l'Iliade, c'est le récit de la colère d'Achille dont elle est indirectement la cause, mais qu'en fait elle en est quasiment absente. On parle d'elle seulement à 3 reprises. Pour Achille, c'est surtout son honneur qui est en jeu, et pour Agamemnon, les 2 femmes sont complètement interchangeables. Briséis, pourtant, c'est la seule des captives dont on entend la voix, même très brièvement. Elle est presque invisible, presque inaudible, mais elle est là, et sa dignité aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le film 3 avec Brad Pitt. Donc la violence est présente dans les combats, mais elle est totalement absente de la relation entre Achille et Briséis. Donc on a Brad Pitt Achille, qui est très doux et tendre avec Rose Byrne Briséis. Donc il a contrat à rien, il est doux, il est sympa, et résultat, elle tombe amoureuse de lui parce que c'est quand même Brad Pitt. Et finalement, ils couchent ensemble. On a donc une love story sur fond de guerre entre une esclave et l'homme qui a détruit sa ville et tué tous ses proches. Ben oui, dans les histoires qu'on raconte au cinéma, un héros, ça ne peut pas violer, même si ça nécessite d'effacer complètement le rôle féminin. Sans compter que depuis le 19e siècle, on raconte souvent les mythes comme des contes pour enfants où le viol n'a pas sa place, mais c'était pas le cas dans l'Antiquité. Il y a quelques années, la romancière anglo-saxonne Pat Barker, elle, a choisi un autre angle. Elle a raconté l'Iliade du point de vue de Briséis. Elle décrit son quotidien d'esclave sexuelle, donc considéré comme un trophée de guerre que l'on se repasse entre chefs, puis livré en pâture aux soldats de base, quand les chefs se sont lassés. Ben oui, parce que si on ouvre les yeux 2 secondes, c'est ça la guerre, c'est pas une love story avec Brad Pitt en jupette. Mais coûte que coûte, Briséis, même si elle est déshumanisée par la guerre, elle entend conserver son humanité. À la fin du livre, elle s'adresse directement aux lecteurs et aux lectrices d'aujourd'hui, et elle s'interroge. Que penseront-ils de nous, ceux qui vivront dans ces temps si lointains qu'ils sont inimaginables ? Il y a une chose que je sais, ils ne voudront pas de la réalité brutale. Ils ne voudront pas savoir que nous vivions dans un camp de viol. Ils préféreront une histoire d'amour. Et c'est exactement ce que fait le film 3, parce que c'est tellement plus facile au fond. Sinon, regarder ce film hollywoodien aurait été aussi insupportable que le sort que Briséis a vécu. Mais à force de préférer des récits confortables aux vérités qui dérangent, on efface les femmes des histoires, et puis on finit par les effacer tout court. Et lutter contre cet aveuglement bien commode, mais mortifère, c'est ce qu'a fait Pat Barker, et c'est ce que fait Manon Garcia avec son essai. Merci beaucoup, Chloé. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Dans votre ouvrage, justement, concernant ces vidéos, vous dites que vous avez aussi été profondément troublé par le visionnage de ces vidéos, ce qui est complètement légitime, au point d'avoir du mal à écrire. Comment écrire la violence sans la trahir ni la rejouer ? Est-ce qu'il y a un style féministe qui est possible face à cette violence-là ? Bah, en fait, c'est une bonne question, mais je pense que c'est l'inverse, en fait. La question, c'est plutôt pourquoi on écrit toujours les violences sexuelles du point de vue des hommes. C'est-à-dire qu'on écrit toujours les violences... Enfin, le vocabulaire, au fond, dont on dispose pour décrire les violences sexuelles est le vocabulaire du porno, c'est-à-dire le vocabulaire des agresseurs. Je dis pas du tout, quand je dis ça, je veux pas dire que tout film pornographique est du viol ou je sais pas quoi, c'est un autre débat. Mais au fond, le vocabulaire du porno, c'est quand même un vocabulaire de sexualisation de la violence sexuelle, d'érotisation de la violence sexuelle. Et voilà, est-ce que, donc je dis dans le livre, c'est une des questions qui revient beaucoup dans le procès, comment on parle de ce qui a été fait. Est-ce que voilà, le juge juge parle souvent de caresses faites à Gisèle Pelicot. Est-ce qu'on peut caresser une femme sédatée que l'on viole ? Est-ce que caresse est le bon mot ? Voilà, il y a la question, est-ce que... Voilà, il y a des questions terminologiques comme ça de comment on décrit un geste qui est censé être un geste, sinon d'amour, au moins d'intimité,
consenti et de plaisir quand c'est ce même geste, mais avec l'effet inverse. Ouais. Oui, vous parlez aussi, oui, du choix du langage judiciaire qui peut adoucir, voire flouter la violence sexuelle, donc le choix de caresse, le choix de contact peau à peau. Est-ce que ça banalise ce qu'a vécu Gisèle Pelicot, selon vous? Je pense pas que le problème, ce soit que ça banalise ce qu'elle a vécu. Je pense que le problème, c'est plutôt de dire qu'est-ce que c'est ce qui a été fait à Gisèle Pelicot? Est-ce que, parce que c'est une question même philosophique, est-ce que c'est du sexe? Est-ce que le fait que eux aient trouvé ça excitant, puisque clairement ils ont trouvé ça excitant, suffit à dire que c'était du sexe? Ou est-ce que le sexe, il faudrait que ce soit quand même, est-ce qu'il faudrait que ça fasse partie de la définition du sexe, que c'est quelque chose que des gens font parce qu'ils ont envie? Vous voyez, c'est pas du tout des questions qui vont de soi, parce que d'un côté, on voit bien que c'est du sexuel pour ces hommes-là. Mais est-ce que, à décrire ça comme du sexe, on n'adopte pas de fait la perspective des violeurs sur le viol? Et est-ce que c'est OK d'adopter la perspective des violeurs sur le viol? Oui, c'est la question du regard et de la perspective. Vous posez la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois que l'affaire a été jugée, une fois que tout ça a été dit, que beaucoup d'ouvrages ont été publiés sur la question qu'est-ce qu'on fait de ce savoir désormais, à quoi ça doit servir un procès comme celui de Mazan dans la mémoire collective. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, quoi? C'est intéressant parce que je lisais l'autre jour, je ne sais plus dans quoi, oui, Gisèle Pelicot restera dans l'histoire comme Simone de Beauvoir est restée dans l'histoire. Et moi, alors, j'ai énormément de respect et même d'affection pour Gisèle Pelicot, mais alors, la comparer à Simone de Beauvoir, je trouve que c'est une erreur. Enfin, je veux dire, c'est quand même une femme ce qui la rend célèbre est d'avoir été victime de crimes atroces et d'avoir décidé que c'était pas de sa faute. Mais je veux dire, pour l'instant, elle n'a pas écrit de traité féministe de grande ampleur, elle n'a pas pensé le monde. Au fond, ce qui rend... Enfin, aussi, elle a été très courageuse. Hein. Je cherche pas à minimiser. Non, pas du J'ai tout. vraiment, encore une fois, beaucoup d'admiration pour elle. Mais la comparaison n'est peut-être pas adéquate du tout, parce qu'elle est connue parce qu'on lui a fait, en fait. Ouais, elle est connue parce qu'on lui a fait et que je pense que, enfin, elle a quand même eu ce geste de refuser le huis clos et de parler, mais au fond, est-ce que ce que les gens aiment chez Gisèle Pelicot, c'est pas aussi le fait que elle n'ait pas été vraiment en colère, parce que dans toutes ses prises de position, elle a été très douce, très gentille, tout le temps à ne pas monter les hommes contre les femmes, etc. Ça l'honore, mais si Gisèle Pelicot avait été féministe radicale et avait expliqué que ce qui lui était arrivé, c'était le système patriarcal, tout le monde n'adorerait pas Gisèle Pelicot. Et donc, au fond, je sais pas, je suis pas sûre que la starisation de Gisèle Pelicot soit nécessairement ce qui est à retenir de ce procès. Et au fond, est-ce que ce qu'on veut, c'est retenir quelque chose des procès? Je sais pas. Je pense que ce y a, l'effet numéro 1 de ce procès, c'est d'avoir rappelé aux femmes, et c'est pour ça qu'autant de femmes l'ont suivi, qu'elles ne sont en sécurité nulle part. Et que même à l'endroit, je veux dire, on vit tout ça, hein. On est dans la rue, on se dit, il faut que je fasse attention, que je regarde par-dessus mon épaule, etc., machin, pas prendre le métro trop tard, pas marcher trop tard dans les rues, pas marcher toute seule, pas prendre un faux taxi. Mais on a quand même l'impression, même si en fait les statistiques montrent que c'est pas le cas, que quand on rentre chez nous, on est un peu à l'abri. Et en fait, le procès Pelicot, ça montre que non seulement quand on rentre chez nous, on n'est pas à l'abri, mais qu'on peut même s'être mise en pyjama, être allé se coucher dans son lit, bien confortable et tout, et même là, vivre l'enfer. Qu'il n'y a aucun endroit où on puisse se sentir en sécurité. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement violent.
Et vous décrivez aussi la tension entre la colère féministe et les principes de justice. Aujourd'hui, je sais pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont regardé ce procès de loin, qui ont ressenti une grande colère en écoutant les comptes rendus de procès. Comment on fait coexister une exigence de justice équitable avec le besoin, la colère féministe légitime face à ce genre d'événements, et le besoin qui est systémique, et le besoin de reconnaissance et de réparation des violences sexuelles? J'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'on est toutes face à ce problème-là. C'est un problème insoluble. Au fond, moi, j'ai trouvé que dans le procès Pellico, ça s'était bien passé parce que, en fait, le fait qu'il y ait des femmes qui applaudissent Gisèle Pellico tous les matins et tous les soirs, qu'il y ait des manifestations devant le tribunal et tout ça, n'a eu aucun impact sur les débats. Donc, d'un côté, les débats se sont déroulés comme ils doivent se dérouler, et d'un autre côté, la colère féministe a pu s'exprimer. Mais bon, sur la reconnaissance et tout, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que on plaide moins coupable si on sait qu'on va aller en prison. Mais est-ce que les hommes auraient plaidé coupable s'ils n'avaient pas risqué d'aller en prison? Je suis pas sûre, quoi. Ouais. Et moi, j'étais choquée quand même dans le procès par le nombre. Il y a plusieurs hommes qui ont dit, moi, je suis prêt à faire de la justice restaurative avec Gisèle Pellico. Bon, elle n'a pas proposé pour l'instant, donc on t'a pas demandé ton avis, quoi. Non, mais je veux dire, le côté vraiment dans ma grande magnanimité, je suis prêt à discuter avec Gisèle Pellico pour qu'elle se sente mieux. Oui, j'ai merci envie de bien, dire, mais on n'a pas demandé. Ouais, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup Manon Garcia d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Votre ouvrage Vivre avec les hommes est disponible en librairie aux éditions Flammarion, collection Climat. Merci à nos chroniqueuses Alice et Chloé. Merci à notre réalisatrice Gabrielle. On se retrouve dans 4 semaines pour parler de randonnée féministe. D'ici là, prenez soin de vous. Salut! Thank you.